Bonjour et bienvenue sur Jaf ta mère numéro 4 sur RLP 102.3 FM en Périgord et sur radiolionpérigord.com avec Stéphane depuis les studios de Périgueux. Aujourd'hui, nous allons parler du mouvement à venir de la semaine du 16 janvier devant les préfectures. Nous aurons 3 intervenants avec nous. Nous aurons Toumani Nimaga de Castres, nous aurons Sébastien Laporte de Poitiers et William Rapide de Mulhouse. Alors, que se passe-t-il le 16 janvier ? Le 16 janvier, nous nous adressons aux préfectures et aux services de l'État. Nous leur demandons de respecter l'égalité parentale et les lois existantes dans le cadre de leurs interventions, en les sensibilisant sur les thèmes suivants basés autour des demandes de la cessation de discrimination de genre dans le cas des conflits familiaux. Par exemple, nous demandons que le changement d'adresse de résidence d'un enfant nécessite l'accord des 2 parents. Nous demandons que les documents importants concernant les enfants soient envoyés aux 2 titulaires d'autorité parentale. Nous demandons surtout que les forces de l'ordre prennent les plaintes pour non-représentation d'enfants, pour enlèvement parental, pour non-notification de domicile, pour abandon de domicile conjugal, et qu'elles les instruisent, et ce, sans afficher la moindre préférence pour l'un des 2 types de parents. C'est extrêmement important. Nous avons des cas où les gens vont au commissariat ou à la gendarmerie pour dire qu'ils n'ont pas eu leurs enfants le week-end ou durant les vacances et tout le monde s'en moque. On ne prend même pas leurs plaintes, ce qui fausse ces statistiques et qui empêche ensuite les instructions. Donc nous demandons au préfet d'envoyer une note de service à toutes les gendarmeries et tous les commissariats du département. Et c'est donc ce que nous faisons en janvier. L'an dernier, nous étions présents pour ce mouvement à Bourg-en-Bresse, à Troyes, à Caen, à Évreux, à Périgueux, à Toulouse, à Bordeaux, à Grenoble, à Nantes, à Angers, à Saint-Étienne, à Châlons-en-Champagne, à Calais, à Perpignan, à Strasbourg, à Mulhouse, à Lyon, à Romainville, à Bonneville, à Paris, à Versailles, à Albi, à Toulon, à Poitiers, à Nanterre, à Créteil et à Papeete. Nous espérons que ce mouvement se perpétue. Malheureusement, tant que ce sera nécessaire, je rappelle que le jour où l'égalité homme-femme sera respectée par la justice, les services de l'État et les services sociaux, nous rentrerons tous chez nous car nous avons tous autre chose à faire. Ce sera donc le grand thème de l'émission d'aujourd'hui avec la chanson de la semaine qui est très jolie, que nous verrons vers 20h30 à peu près, et l'actualité de la lutte des parents pour l'égalité parentale dont nous parlerons en fin d'émission. Voilà, c'est Stéphane depuis les studios. Nous allons commencer le temps d'appeler Nimaga par un petit Merry Christmas, c'est l'actualité, via les Ramones. Ne quittez pas. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with. Merry Christmas, I don't want to fight tonight. Merry Christmas, I don't want to fight tonight. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with you. Where is Santa and his sleigh? And tell me why is it always this way? Where is Rudolph? Where is Blitzen, baby? Merry Christmas, Merry, Merry
had to be. I knew it from the start, 'cause Christmas ain't the time for breaking each other's heart. Merry Christmas, I don't wanna fight tonight with. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with. Merry Christmas, I don't want to fight tonight. Joyeux Noël, je n'ai pas envie de me battre ce soir. Toumani, es-tu avec nous? Oui, je suis là. Tu nous entends bien? Ça va, tranquille. Formidable, la technique fonctionne, je suis heureux. Bon, tu as passé de bonnes fêtes de Noël? Oui, en famille, avec les enfants. Super. Peux-tu nous parler un tout petit peu de toi, de qui tu es, ton engagement avec nous, qui date maintenant depuis les origines en fait, hein. Qui es-tu exactement? Vas-y. Bon, moi, à la base, je suis un père de famille divorcé, qui est éducateur spécialisé dans sa vie professionnelle. Donc tu as fait l'IRTS, tu es diplômé? Oui, je suis diplômé d'État. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille avec des MEX, des centres d'accueil qui sont sous tutelle de l'État, ou bien de l'aide sociale à l'enfance. Donc essentiellement des gamins qui sont placés pour des soucis à la maison, ou alors des gamins qui sont sous tutelle de la justice. Et aussi avec des enfants handicapés dans des IME et des ITEP. Voilà. Et actuellement, je suis toujours éducateur, mais dans un autre registre. Là, je travaille pas avec des enfants, je travaille avec des SDF et une équipe mobile de rue, avec des éducateurs de rue. Et on fait des maraudes sur Carcassonne pour pouvoir accompagner des personnes qui sont dans le besoin d'un hébergement ou aller savoir quoi comme autre urgence. Voilà. Et sur mon temps libre, je suis bénévole pour l'association SOS Papa, et notamment pour l'Occitanie. Voilà. Donc je tiens une permanence téléphonique et je réponds souvent à des questions qui sont liées à des interrogations ou du vécu. Il y a des papas, des fois des mamans, ou des grands-parents, ou des compagnes d'amis de papa qui m'appellent pour avoir des conseils, parfois juridiques, ou parfois tout simplement du droit commun, pour pouvoir, lors d'une séparation compliquée, pouvoir maintenir le lien avec leurs enfants. Voilà. Tu es aussi, s'il me semble, organisateur pour Équité Parentale depuis le 16 mai 2018. Aussi, entre autres, mais tout ça c'est toujours dans le cadre de mon investissement bénévole dans le milieu associatif. Tu as été cité par les sujets concernant les séparations compliquées, les enfants séparés, de parents qui veulent assumer leur rôle, notamment. Voilà. Donc, notamment, l'année dernière, parce qu'avec Équité Parentale, nous avions déjà travaillé ensemble. Je pense que c'est là qu'on a pris contact sérieusement pour la première fois, puisqu'au niveau national, on avait organisé un événement devant des préfectures. Le 16 mai déjà, on avait fait les TGI le 16 mai 2018 et on avait fait les préfectures le 16 mai 2019. Tu as aussi été longuement cité dans le livre de Jacques Bompard, Le combat des pères. Pour ceux qui l'ont lu, donc c'est bien toi qu'on voit dans ce livre, qu'on entend, qu'on lit dans ce livre. Et vu que ce mouvement effectivement de janvier, cette opération de janvier se rapproche et s'avère encore nécessaire, j'aurais voulu profiter de ton expertise, de ton expérience d'éducateur spécialisé qui est intervenu quand même durant de nombreuses années à la fois pour les services de l'État mais également en libéral et qui s'est aussi investi dans l'accompagnement des parents parfois désemparés pour avoir accès à leurs enfants et au respect de leurs droits parentaux. Ce que tu avais pu constater, toi également, dans les différences de traitement hommes-femmes par rapport aux divers services de l'État. Oui, ça c'est malheureusement, c'est paradoxal parce que moi pendant toutes mes années où j'ai pu travailler par exemple en audience avec des juges pour mineurs, ça se passait au tribunal pour enfants, donc je voyais pas trop ce qui se passait lors des audiences du JAF. Mais j'avais pas l'habitude de constater effectivement ce deux poids deux mesures, parce que là on était surtout dans le milieu qui concernait les enfants, est-ce qu'il fallait prolonger les mesures de placement ou pas. Voilà. Mais là, en tant que papa, lorsque je suis passé moi-même par un divorce assez compliqué, et dans l'accompagnement de parents aussi qui étaient confrontés à cette même, on va dire, institution judiciaire, il a fallu le constater, que la parole d'un homme ne vaut pratiquement rien. C'est-à-dire que la plupart des hommes je parle pas des... c'est marrant parce que dans le milieu associatif, quand on a des enfants qui sont placés, souvent c'est parce que c'est des enfants qui sont abandonnés par leurs parents, mais leurs deux parents. Et souvent la justice, elle n'arrive pas à faire entendre raison à ses parents ni à faire assumer les gamins. Et là, paradoxalement, on se retrouve avec cette même institution judiciaire, d'avoir des pères qui se séparent de la mère de leurs enfants puisqu'ils ont consommé cette séparation et qui disent qu'ils divorcent de la mère mais pas de leur enfant.
Et pourtant, on les empêche, on leur met des embûches, il y a des obstacles. Au lieu que ce soit naturel, ce partage de responsabilité, parce que quand on divorce après avoir fait une vie ensemble, il reste quand même les enfants. Et les parents, on les a à vie. Donc Et la société nous a demandé, quelque part, de nous occuper plus de nos enfants que nos grands-parents. Nous avons évolué durant les 20 ou 30 dernières années. Là, c'est même pas une question de société. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est vraiment la fibre paternelle. C'est vraiment la fibre familiale. Là, c'est l'éducation aussi qui parle et le vécu. Là, c'est des pères et parfois des mères qui réclament, qui disent, nous, on se sépare, mais on veut garder la résidence alternée au minimum ou maintenir les liens avec les enfants. Et c'est là que c'est incompréhensible parce que le parent d'en face, ça fonctionne quand le parent d'en face est d'accord. Mais lorsque le parent d'en face, pour X raisons, n'est pas d'accord et a décidé que l'enfant serait sa propriété à lui et pas un enfant qui maintiendrait le lien avec les deux parents, là, le père, il est cuit. Ouais, là, le père, il est cuit. Oui, il est plus tributaire de ses actes, de ce qu'il fait, de ce qu'il est réellement comme personne. Il est tributaire de ce que va raconter la mère ou les services sociaux ou les éducatrices qui ont mené la mesure AEMO, etc., etc. Et même des fois, il est amené à se justifier sur des actes qu'il n'a pas commis. Donc, ça peut aller très très loin d'ailleurs. C'est plus que consternant, moi je vous le dis franchement. Moi encore, j'ai pu tirer mon épingle du jeu. Mais c'est très compliqué quand on est une personne un peu vulnérable, parce que c'est pas parce qu'on est un homme qu'on n'est pas vulnérable. Bien sûr. Mais moi, j'ai vu pas mal de personnes craquer et y être encore aujourd'hui assujetties au délai de la justice. Ils attendent une audience, ils attendent d'être entendus, ils attendent une modification de l'ordonnance du JAF. Enfin, c'est très 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 compliqué, je vous le dis franchement. Et ça, je pensais pas que ce serait vraiment aujourd'hui, en 2019, dans une société où il y a des enfants abandonnés et qu'il y a des parents qui veulent assumer leur enfant. Dans de quelles situations? Je suis d'accord. Et là, nous parlons des tribunaux, mais il y a aussi les services de l'État. Toi, tu es un ancien des services sociaux et tu m'as expliqué que tu étais parti en libéral pour ne plus être soumis à certaines contraintes et avoir une liberté de jugement. Le problème, c'est que quand ça concerne les mineurs ou le JAF, la justice prend la décision, les magistrats, les juges prennent les décisions, mais automatiquement, elle cède la responsabilité de cet enfant à l'aide sociale à l'enfance. Et l'aide sociale à l'enfance, c'est une institution qui dépend du département et de la politique du département. Donc en France, il y a 100 départements. Ça veut dire qu'il y a 100 manières différentes de traiter une décision de justice. Et l'ASE, elle n'a pas dans tous les départements les mêmes moyens. Et là, je vous le dis franchement, l'ASE, elle, l'aide sociale à l'enfance, elle n'a pas non plus les moyens d'héberger ses enfants ou d'accompagner ses enfants avec ses éducatrices ou ses travailleurs sociaux. Donc elle sous-traite à des associations qui ont un agrément et qui sont payées avec un prix de journée pour assumer ces gamins dans les foyers. Une délégation de service d'État qui est confiée à des bénévoles ou à des personnes parfois peu qualifiées. Il n'y a pas de bénévolat là, quand l'enfant est confié par... Alors la juge prend la décision de placer l'enfant. L'enfant est placé à l'ASE qui elle-même le place dans un foyer, une MEX ou une famille d'accueil, c'est-à-dire une structure où là il y a des professionnels, ils ont un agrément d'État, il vous faut un quota de travailleurs sociaux diplômés et surtout, vous devez assumer les enfants 365 jours sur 365. Donc vous avez ce qu'on appelle un prix de journée. Et ces prix de journée varient en fonction de la situation du gamin et l'endroit où il se trouve, et du département où il se trouve. Voilà. Et le prix de journée peut varier entre 130 et 150 euros pour un enfant national, ce qu'on appelle un enfant français. Mais après, pour les mineurs non accompagnés, par exemple, le prix peut atteindre jusqu'à 230 euros par jour. Monsieur Néris, Claude Néris de SOS Exclusion Parentale nous parlait de chiffres qui avoisinaient les 280 à 300 euros jour, dans certains cas. Oui, ça dépend, je vous dis, ça dépend après de la situation du gamin. Là, je vous parle d'une fourchette, des départements, des moyens qu'ils ont. 160, mais après, il y a des gamins, par exemple, les MNA, ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés. Le prix de journée est plus élevé, des fois c'est le double, parce que l'accompagnement et l'accueil d'un mineur non accompagné n'a rien à voir avec l'accueil d'un gamin dont les parents sont toujours sur le territoire national et qui a été placé par la justice. Ces gamins-là, les mineurs non accompagnés, ils ont pas mal de démarches administratives à faire auprès de la préfecture pour les papiers, et donc ça induit qu'ils doivent aller régulièrement dans leurs ambassades on va dire respectives. Et comme il n'y a qu'une seule ambassade la plupart du temps des pays où ils viennent et à Paris, ça sous-entend des prises en charge, des frais, des accompagnements qui coûtent de l'argent. Voilà pourquoi le prix de journée est plus élevé. D'accord. Voilà. Mais après, c'est le conseil départemental, c'est l'aide sociale à l'enfance qui assume financièrement. C'est pas le ministère de la Justice et c'est pas un ministère d'État.
C'est le département. C'est le département qui reçoit des fonds et qui fait des délégations de services d'État et des associations qui ne sont pas en fait. C'est ça, elles sous-traitent. Moi, j'appelle ça de la sous-traitance. Et même, je me suis mis en libéral parce que j'ai vu parfois, et là, ça m'a vraiment révolté, mais en tant qu'individu, que là, on est carrément dans un business. Moi, j'ai vu des structures d'accueil où j'ai fait des remplacements d'éducateurs. Vous avez le chef de service, vous êtes éducateur, vous êtes là pour accompagner un gamin pour atteindre des objectifs et faire en sorte qu'avant sa majorité, il retourne dans le giron familial avec un projet et qu'il ait un diplôme qualifiant avant sa majorité. Et bien vous avez le chef de service qui vous dit non, que lui, il a demandé déjà à son éducatrice et à son assistante sociale ASE le prolongement de la mesure. Pour avoir le budget correspondant. Pour avoir un gamin un an de plus dans la structure. Et un enfant comme ça représente pratiquement, si je dis pas d'ânerie, entre 7 000 et 9 000 euros par mois de verser à la structure. Ouais. Et là, on rentre dans un marché, parce que la plupart de ces structures, de ces MEX, elles ont au minimum une dizaine de places d'accueil. Donc après, faites le chiffre. Si vous avez, là, on est dans une logique d'hôtellerie. Vous avez un agrément pour 10 places, ou 15 places, ou 20 places, ou 30 places. Vous êtes ouvert de janvier à janvier, c'est-à-dire en 365 jours. Et bien, la logique que vous adoptez, c'est plus une logique éducative, c'est une logique qu'on appelle d'hôtellerie. Vous avez des prix de journée et il faut que vos chambres soient occupées toute l'année. Alors, donc, ces structures dans lesquelles tu as travaillé, est-ce que tu as constaté des discriminations de genre par rapport à leurs interlocuteurs ? Oui. Les hommes, systématiquement. C'est-à-dire que les hommes sont, alors pour donner une image, pour que les gens se rendent compte, parce que pour moi, c'est vraiment du sexisme, quoi. C'est une discrimination qui est liée sur votre genre, sur votre sexe. Vous êtes une femme, tout va bien. On vous trouve même des circonstances atténuantes quand vous déconnez ou que vous n'assumez pas les responsabilités ou que vous avez des difficultés. Mais quand vous êtes un homme, là, vous avez tout faux. Vous êtes la pire ordure, vous êtes un maltraiteur en puissance, un mauvais père, enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Et ça, c'est un préjugé sexiste. J'ai jamais vu ça de ma vie dans le milieu institutionnel comme celui de la justice. Systématiquement, les hommes sont considérés comme mauvais. Un bon père, ça n'existe pas. Un homme bon qui est capable d'assumer ses gamins de la moitié du temps, de s'entendre avec la mère pour... Non, ça n'existe pas, monsieur. C'est faux. Oui, le problème, c'est que tout penche après. Les expertises penchent, les rapports penchent. Là, j'allais faire un comparatif parce que moi, je suis métisse. Mon papa était africain et ma mère espagnole et blanche. Et là, j'ai vraiment l'impression, quand on est un père aujourd'hui qui a affaire à l'institution judiciaire et notamment celle des affaires familiales, je pense que vous allez ressentir au fond de vous ce que ressentaient des Noirs à l'époque où aux États-Unis vous aviez une sorte d'apartheid, où on mettait clairement dans les restaurants ou dans les hôtels ou dans les lieux publics les blancs d'un côté et les noirs de l'autre. Ah bon, on n'existe plus, c'est une grande machine à créer des familles monoparentales gérées par la mère et des pères exclus qui pleurent pour avoir accès à leurs enfants. L'enfant est devenu, moi c'est pour ça que je parle de traite infantile. Je parle plus, quand il s'agit de l'ASE, je parle pas d'accompagnement éducatif ni d'éducation. Je parle de traite infantile. Parce que l'ASE aussi considère que les enfants sont la propriété de la mère. Voilà, c'est tout. Si la mère a des difficultés à assumer ses gamins, on préfère les placer dans des foyers que de les donner à des grands-parents qui réclameraient d'éduquer leurs petits-enfants ou un père qui voudrait... Non, on préfère que les enfants, même en difficulté, soient placés. On est en train d'approfondir ce qu'on avait vu avec Claude il y a 2 semaines. Une très grande partie des placements français sont abusifs. Le Conseil d'État a parlé de 60% et quelques parce que plutôt que de rechercher une solution alternative, on place. Et comme tu viens de le dire, on ne va pas donner l'enfant au père, on va le placer. Ou même un grand-parent, parce que normalement, le juge, par la loi, il est obligé, avant même de confier l'enfant à l'ASE, de demander aux travailleuses sociales à qui elle demande une mesure d'investigation, de trouver d'éventuels parents ressources qui, dans la famille paternelle ou maternelle, pourraient assumer les enfants à défaut des parents. Et ça, elles ne le font jamais. Systématiquement, les travailleuses de l'ASE ne le font pas. Elles ne recherchent pas un grand-parent. Elles ne recherchent pas une tante. Elle ne recherche pas un père qui voudrait ou un oncle qui voudrait assumer les enfants ou un cousin ou un grand frère ou une grande sœur qui est majeure maintenant qui pourrait assumer les petits frères. Non, de suite, il demande à la juge de placer l'enfant à l'ASE. Comme ça, l'ASE, après, elle dispatche les enfants en fonction des mecs et des lieux d'hébergement qu'elle finance. Des conditions très aléatoires. Je suis certain, je sais qu'il y a des gens extraordinaires, qu'il y a des familles d'accueil superbes. J'ai vu des juges ne même pas lire les arguments de défense de la famille et se fier à la parole des travailleuses sociales ou de la mère.
Alors qu'on les envoie parfois dans des endroits qui sont peut-être pires que là où ils sont, parce que autant certains lieux d'accueil sont très respectables, autant il y en a d'autres qui sont un peu glauques, non ? Écoutez, moi je parle de maltraitance institutionnelle, parce que la plupart de ces enfants, non seulement ils n'ont pas à la maison, chez leur père ou chez leur mère, ce qu'ils devraient attendre et qu'ils seraient en droit d'avoir, mais en plus la juge, elle leur dit, bon les enfants, puisque vous n'avez pas la chance d'avoir ce qu'il faut à la maison, comme parents, je vais vous placer dans un foyer ou dans une famille d'accueil, où là, vous aurez ce que vous n'avez pas à la maison. Ben faux. Ces enfants qui sont placés dans ces foyers ou dans ces familles d'accueil, ils sont trimballés comme des valises, à la consigne. Tantôt ils sont là, 6 mois ici, 9 mois ici, des fratries sont, comme on dit, séparées. Et la plupart du temps, ces gamins arrivent à l'âge de leur majorité, sans diplôme qualifiant, sans, on va dire, référence éducative et sans projet dans la vie. Tant et si bien qu'ils commencent leur vie d'adulte SDF, en ayant été institutionnalisés pendant Il y avait une des statistique, combien d'enfants de l'ASE finissent SDF ? Je crois qu'il y avait un chiffre. Il y a 47% à peu près des SDF aujourd'hui qui ont connu un placement institutionnel. C'est énorme. Si la justice vous a retiré enfant de votre famille paternelle ou maternelle en disant qu'il n'était pas capable de vous éduquer, qu'elle vous a confié à l'assistance publique, qu'elle vous a confié à l'ASE, et que l'ASE a fait de vous à 18 ans quelqu'un qui n'a même pas le bac, quelqu'un qui n'a même pas un CAP, quelqu'un qui n'a même pas le permis de conduire, et quelqu'un qui n'a pas de projet dans la vie à 18 ans, c'est qu'elle est bien responsable de ça, la justice. Voilà, et l'ASE ça, aussi. on a des pères qui sont capables de faire mieux que ça, défaillants. Qui se battent pour tenter d'avoir accès à leurs enfants et qui ne peuvent pas. Oui, mais parce que là, les papas ou les mamans ou les grands-parents aussi, parce qu'il y a des grands-parents, il y a des compagnes d'hommes qui sont confrontés à une séparation compliquée avant d'avoir connu cette personne. Elles témoignent aussi. C'est pratiquement de l'aliénation, parce que les enfants sont aussi instrumentalisés quand il y a conflit. Le seul moment où l'enfant va pas être instrumentalisé, c'est quand les parents ont l'intelligence de s'entendre dans l'intérêt de l'enfant. Voilà. Mais quand un des deux parents, ou quand les deux parents instrumentalisent l'enfant et qu'il est impliqué dans le conflit, ça devient invivable même pour les gens autour. Et moi, la seule chose que j'ai compris, c'est qu'un papa ou un parent qui réclame un enfant qui serait déjà sous la tutelle de l'ASE, il n'a pas compris qu'il affronte une grosse machine qui protège un business. Voilà. Pour moi, elle protège un business. On a besoin d'enfants pour alimenter ce marché des foyers, des mecs et des familles d'accueil. Il y a des postes à justifier un peu partout. Il y a des budgets à justifier, il y a des subventions à justifier. Et ça, il faut l'alimenter avec des prises en charge. Et les prises en charge, ce sont des enfants. Et souvent, on prend les enfants des familles vulnérables. On ne prend pas les enfants des familles haut placées dans la société ou qui ont des relations, ou etc., etc. On prend vraiment les enfants des familles vulnérables. Donc, les familles doivent savoir qu'elles s'attaqent à un système, à un marché. C'est pour ça que dans les permanences, à une injustice. Dans les permanences, je conseille beaucoup aux gens d'essayer de ne pas trop se battre, d'essayer de faire de la conciliation si c'est possible, si vraiment la médiation, possible, moi c'est ce que je conseille en libéral. Après, certains services se greffent sur les conflits familiaux et en tirent profit, et les enfants après vont beaucoup moins bien. C'est pour ça que moi j'essaye maintenant dans le libéral, parce que quand vous travaillez, quand vous êtes en contrat, par exemple CDD ou même en CDI pour une association qui vous demande de faire un travail d'éducateur spécialisé, votre travail, votre mission, c'est d'accompagner le gamin au quotidien, dans ce que devrait faire la famille normalement. C'est tout ce qu'on fait. Il faut s'assurer qu'il se lève le matin, qu'il va à l'école, qu'il est en bonne santé, que les choses se passent bien. Enfin voilà, on est payé pour faire quelque chose que devrait faire la famille. Oui. Et au bout du compte, l'enfant, il finit SDF. Il finit pas jeune diplômé avec un projet à 19 ans, le permis en poche, un boulot déjà de signer, etc. Non, on fabrique des futurs SDF. Si on peut s'occuper de nos enfants nous-mêmes, si on arrête de se battre et d'appeler la justice un peu trop présentement, c'est dangereux. Est-ce qu'on peut élargir par rapport aux services sociaux ? En libéral, je peux faire de la médiation. Moi, quand je travaillais, par exemple, pour une association, j'avais mon chef de service qui me disait, non, là, tu fais pas, ta mission, c'est pas ça, ta mission, c'est d'accompagner le gamin. Je disais, non, là, tu me demandes de faire le domestique d'un gamin. Mon travail d'éducateur, c'est aussi d'entretenir le lien avec la famille. C'est la loi, de voir, d'accompagner la famille qui est en difficulté et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que la famille, finalement, au bout du compte, à moyen terme, récupère son enfant.
Donc moi, c'est ça. Et tu peux pas le faire quand tu es assujetti à un contrat. Donc moi, ce que je fais maintenant dans le cadre libéral, c'est contacter les deux parties, celle du père et celle de la mère, et d'essayer justement de leur faire part de mon expérience dans ces foyers, hein, et toute la part négative, de leur supplier de s'entendre. Hein. Je veux dire, quand on a conçu l'enfant, quand vous avez conçu l'enfant, vous n'êtes pas allé voir ni des juges ni des avocats pour faire les enfants, non? Vous les avez fait seuls dans votre coin. Pour l'amour du ciel, je vous demande de vous entendre, de vous laisser vos conflits de côté et de vous mettre d'accord sur comment vous allez vous partager la charge de vos enfants. Faites ça pour vos enfants, parce qu'à partir du moment où vos enfants apparaissent sur les radars de l'ASE ou du JAF, c'est grillé. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Ouais, c'est dangereux. Donc voilà ce que je fais aujourd'hui, de la médiation, parce que la solution, elle est là. C'est les deux parents qui doivent s'entendre. Et quand les deux parents s'entendent, l'ASE et la justice n'ont plus voix au chapitre. Ah ouais, nous sommes sur la même ligne. Est-ce qu'on pourrait élargir aux forces de l'ordre, dans ton engagement personnel et associatif, est-ce que tu as constaté, parce que les gens ne me croient pas forcément lorsque je le dis, avant d'être confronté, hein, une différence dans les prises de plainte suivant les types de parents? Ben oui, il y a une différence, hein, mais bon, là je pense que c'est parce que les policiers et les gendarmes agissent sur injonction des magistrats. Ils agissent pas tellement en fonction d'eux-mêmes, mais ils ont déjà beaucoup sont victimes aussi, hein, beaucoup de policiers et de militaires sont victimes. Hein. Aussi, moi j'oublie pas que la cause de mortalité numéro 1 chez les fonctionnaires de police, c'est le suicide avec leur arme de service, non? Donc ça doit être lié à quelque chose. Je pense pas que ce soit parce qu'il y a beaucoup de voleurs ou de terroristes, je pense que c'est plutôt lié à des problèmes familiaux ou personnels. Aussi, je pense qu'on n'en parle pas assez. Voilà. Ça c'est clair, mais bon, j'ai pas l'impression que le propre ministre s'en préoccupe de ça. Ah non, mais c'est pas les gens qui sont actuellement au pouvoir qui font ça pour nous. Hein. Je les vois pas. Moi j'ai vu des gendarmes, j'ai vu des policiers, et tu comprends bien, c'est des hommes eux aussi. Ils se mettent parfois à la place des gens à qui on leur a demandé de les convoquer, de les mettre en garde à vue. Mais bon, ils font leur boulot, c'est tout. Ils te relèvent tes empreintes, ils te prennent les photos, ils te posent des questions par rapport à ce qui t'a amené là, des fausses plaintes souvent. On t'accuse de maltraitance, de viol sur tes enfants ou je ne sais quoi. Bon, ils font leur boulot. Ils sont sur injonction du juge. Ils font ce que le juge leur demande. Et la plupart des juges et des magistrats sont des femmes. À 90%, c'est un Dans le familial, oui. Ah oui. Eh ben oui. Donc eux, ils sont un peu... Enfin, c'est pas qu'ils sont gênés, mais ils font leur boulot. Voilà. C'est pas les policiers ni les gendarmes qui peuvent discuter ou se mettre en grève ou ne pas être d'accord avec une injonction qui leur vient dessus. Ils sont obligés de faire ce qu'on leur demande. On leur dit convoquez ce gars, posez-lui les questions, mettez-le en garde à vue et faites-moi passer les éléments. Voilà. Alors toi, tu penses que lorsque quelqu'un vient nous voir en permanence en disant telle gendarmerie, ils ont refusé de prendre ma plainte pour non-présentation d'enfants, tu penses que c'est une injonction qu'ils ont reçue de ne pas la prendre? C'est des injonctions du parquet qui disent, moi j'ai vu, il y a des pères qui ont déposé plainte pour diffamation après avoir été accusés, de dépôt de plainte, ils ont été en garde à vue, ça a été classé sans suite, les accusations de maltraitance, de violence, ils ont voulu porter plainte pour diffamation, dénonciation calomnieuse, ça a été classé sans suite. Donc là, c'est le parquet qui décide d'instruire ou pas. C'est pas les policiers. C'est pas les policiers, c'est le parquet. Bien sûr. Le parquet il décide s'il instruit ou il n'instruit pas. Et le parquet, comme il n'y a pas d'autorité au-dessus de lui, il donne des explications à personne. Ça vous plaît, tant mieux, ça vous plaît pas, allez vous rouler dans l'herbe. Voilà. Oui, non, mais parfois c'est un peu flagrant. Je veux dire, j'en ai un qui est venu à la permanence, un qui vient souvent, il a eu 8 NRE, il a beaucoup de mal à prendre ses plaintes. Il y en a un autre qui est venu, il a ramené ses enfants 2 heures en retard, il a fini au commissariat. Hein. Oui, mais s'il a fini au commissariat, c'est parce qu'on a demandé au commissariat, depuis le parquet, d'aller récupérer ce gars-là. Sinon, ils vont pas d'eux-mêmes le chercher. Au commissariat et à la gendarmerie, ils ont tellement de choses à traiter, je pense pas que c'est pas eux qui décident d'aller arrêter quelqu'un et de le mettre en garde à vue. Ils vont le faire parce que le parquet leur a clairement indiqué, cette personne-là, vous me la mettez en garde à vue. Voilà. Donc toi, en tant que professionnel diplômé avec une vingtaine d'années d'expérience, tu as constaté que les institutions françaises, qu'elles soient associatives avec délégation ou vraiment institutionnelles, ne respectaient pas l'article 1 de la Constitution qui instaure l'égalité homme-femme par rapport à la loi, l'égalité de tous devant la loi, ainsi que le CIDE, Convention internationale des droits de l'enfant que notre pays a signé. Tu as constaté, toi, que ces choses-là n'étaient pas appliquées, n'étaient pas respectées. Mais c'est ce que j'allais dire. S'ils ne respectaient pas que ça, encore on rigolerait, mais ils ne respectent pas que ça. Ils ne respectent pas la Convention des droits de l'homme non plus de la Cour européenne. Et surtout, il y a une loi en France qui a été votée en 2002 sur la résidence alternée et qui, en théorie, oblige tous les magistrats qui sont du JAF, qui sont confrontés à une séparation, même conflictuelle, de proposer en première option la résidence alternée. Il y a marqué appréciation et donc l'habitude a pris le reste. Oui, c'est la loi alors je sais plus, c'est de mars 2002. Ah oui. Et donc cette loi, elle a déjà été votée. Elle est déjà
c'est un outil qui existe. Ils nous ont pas Et été on est en informés, demi- je crois que. On est en 2019, j'ai jamais entendu des JAF brandir cette loi et dire dès la première audience de non-conciliation, rappeler aux parents qui se séparent et qui divorcent, qu'il y a cette loi de 2002. Donc commencer à travailler dans la médiation autour de cette loi. J'ai jamais entendu ça, moi. J'ai jamais entendu une juge femme dire ça. Ok. Bon, Toumani, je te remercie beaucoup. De rien. Tu seras donc avec nous la semaine du 16 janvier. On y sera, ouais. Je crois Le que 16 Nicolas janvier. sera avec toi. Tu as un stand magnifique avec des affiches. Mhm. Tu es un militant de l'égalité homme-femme. C'est très respectable. Ben pour avec ça. Nicolas surtout, hein, et Ali, hein, parce que j'ai des, Oui. je suis pas tout seul moi dans, T'as ce, Nicolas dans cet Vinto, on peut investissement le- bénévole. j'ai eu au Ah ouais, téléphone ouais, il y a pas longtemps. ils s'investissent tout autant que moi, si c'est pas plus, hein, ces deux-là. Bien sûr, Nicolas et Ali. c'est bien. Bon, on les entend pas et tout, mais bon, ils sont vraiment présents. Mais vous avez nos Voilà. remerciements parce que je pense que vu que le gouvernement ne fera rien pour nous, l'Assemblée non plus, notre seule solution c'est de demander aux gens de faire leur travail correctement, s'il vous plaît, un petit peu si c'est Il n'y a possible. pas le choix. On n'a que ça, quoi. Hein. On n'a que ça. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Ben, écoute, malgré toute la colère que ça peut nous inspirer parfois et même le sentiment d'injustice qui est très difficile à gérer, on sait qu'on n'a pas d'autre choix qu'avec les mots, voilà. Voilà. C'est tout. Ouais. Et après, essayer de miser sur un peu de bon sens de temps en temps. C'est tout. Hein. Bon. Merci Toumani. On va enchaîner avec une chanson, la chanson de la semaine de Géo qui s'appelle L'Acrobate, qui raconte l'histoire d'un père qui est monté sur une grue, Mhm. hein, comme c'est joliment dit. À bientôt, Bon. rentre bien, merci. De rien, allez, bonsoir à tous. Bonsoir. Ciao. Voici maintenant la chanson de la semaine. J'ai planté ma tente au sommet d'une grue, m'en suis fait une chambre avec vue. Un bout de cerf-volant, un drapeau qu'on érige. Le plus fou là-dedans, c'est que j'avais le vertige. On y voit l'horizon jusqu'au port autonome. On flotte comme un ballon, si tu voyais ma môme. Ouais, Seb, J'ai planté ma tente au sommet d'une grue, tu ne quittes pas. tagué Ça, sur la on a charpente. 3 minutes 20 de musique et c'est un... Salle des papas perdus, de clown ridicule dans son petit chapiteau. Suis passé funambule, contemplait les badauds. Mon spectacle au grand air sur ce cheval d'acier t'aurait plu, mais ta mère n'aime pas les écuyers. Si les acrobates et les mères avaient tous les mêmes droits, je serais pas perché en haut de ce mât. On partirait camper sur terre, je te chanterais plus Barbara. Dis quand reviendras-tu voir papa? J'ai planté ma tente au sommet d'une grue, vu le froid de décembre, c'est mieux que tu sois pas venu. Il y a du chocolat chaud, mais plus grand chose à boire. Et puis tu sais, j'ai laissé les guimauves au pied de ma balançoire. Une semaine et puis rien, va peut-être falloir tenter. À celui qui va le plus loin, je suis sûr que je pourrais gagner. Si les acrobates et les mères avaient tous les mêmes droits, je serais pas perché en haut de ce mât. On
On partirait camper sur terre, je te chanterai plus Barbara. Dis quand reviendras-tu voir papa? Dis quand reviendras-tu? Si les acrobates et les mères avaient tous les mêmes droits, je serais pas perché en haut de ce mât. On partirait camper sur terre, je te chanterai plus Barbara. Dis quand reviendras-tu voir papa? Dis quand reviendras-tu voir papa? Dis quand reviendras-tu voir papa? Une bien jolie chanson de Géo, l'acrobate, sur Radio Libre en Périgord, RLP, sur 102.3 FM en Dordogne ou sur radiolibreempérigord.com sur Internet en direct. Sébastien Laporte, es-tu avec nous ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Sébastien, merci d'avoir pris durant ces fêtes de Noël un petit peu de temps pour nous. Tu es donc un des organisateurs du mouvement Équité Parentale. Tu es sur Poitiers, si je ne m'abuse. Tout à fait. Tu étais avec nous pour le 16 mai 2018 et tu étais présent l'an dernier pour le 16 janvier, où tu avais obtenu d'ailleurs 3 articles de coupure de presse et tu avais réussi à faire passer un message intéressant au niveau du préfet. Est-ce que j'ai bien résumé ? Tout à fait, c'est vrai. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu t'es investi avec nous et ce qui t'a amené dans ce combat très noble de l'égalité homme-femme dans les conflits familiaux ? Et je trouve qu'il y a encore pas mal de différences entre les hommes et les femmes, à savoir sur qui peut avoir l'enfant et le pourquoi du comment. Et donc voilà. Moi-même, j'en ai subi les conséquences, puisque je suis déjà passé devant le JAF pour récupérer mon enfant et j'ai été débouté de ma demande sans aucune raison. Donc c'est pas acceptable. C'est-à-dire vous êtes séparés, l'enfant avait quel âge ? Il avait 4 ans. 4 ans, vous étiez mariés depuis combien de temps ? On n'était pas mariés, mais on était en concubinage depuis 8 ans. D'accord, tu l'avais reconnu, c'était ton enfant, tu Tout à fait. participais à l'éducation, tu étais un père contemporain, moderne qui s'impliquait. C'est ça. Et donc tu étais dans les possibilités géographiques et techniques d'avoir la résidence alternée. Tout à fait. Parce que tu étais très proche au niveau kilométrique, l'enfant aurait pu passer de la mère au père en restant dans la même école, en gardant ses activités et donc garder ses 2 référents. Voilà. Et ça n'a pas été accepté, pourquoi ? Parce qu'on vit encore une époque où la maman est censée rester à la maison pour garder les enfants et puis le papa était au boulot pour aller travailler et nourrir la petite famille. C'est les chasseurs-cueilleurs en fait là-bas dans l'institution. Est-ce que tu as constaté toi une différence de traitement quand tu as été confronté au milieu associatif ou au milieu institutionnel, que ce soit gendarmerie, commissariat de police ou services sociaux? En tant que père, t'es-tu senti à égalité par rapport à la mère? Pas vraiment, non. C'est-à-dire? Non, j'ai pas, comment on pourrait dire, j'ai pas su être écouté au sens propre de ce que j'aurais voulu qu'on me dise, qu'on m'écoute. Tu as porté des plaintes pour non-présentation d'enfants. Tu as porté des plaintes pour NRE, non-présentation d'enfants, je crois. Bien sûr, ouais. Est-ce qu'elles ont été prises à chaque fois? Plus ou moins. On m'a écouté plus ou moins. On m'a bien fait comprendre qu'il y avait un jugement et que c'était comme ça. Sauf que moi, c'est mon enfant qui prime avant tout et je trouve ça inadmissible qu'on... Oui, faire la plainte pour NRE, non-présentation d'enfants, c'est quand le jugement n'est pas appliqué. Oui, c'est ça. Et je crois d'ailleurs que tu as des soucis, tu cherches à obtenir des protections par rapport à ton enfant, que tu as des soucis par rapport à ça, non? Tout à fait.
Bon. J'ai quand même contacté le candidat tout à l'heure, ou même l'ASE, et puis en période de fête, c'est un peu difficile de les avoir, c'est sûr. Mais je pense qu'on n'est pas assez goûté à trouver. Voilà. Alors que tu aurais été une maman, on va pas rentrer dans les détails, ça regarde personne, mais donc tu aurais été une maman qui se serait plainte de certaines choses, beaucoup de choses se seraient mises en branle, les policiers seraient venus, les services sociaux seraient venus, tout le monde aurait débarqué, limite ce serait passé à la télévision. Par contre, c'est toi qui te plains et c'est lettre morte. C'est ça. Ouais. Malheureux à dire, mais c'est ça. Non, mais nous sommes une grande famille, t'inquiète pas. Il y a quand même beaucoup de monde. On se bat pour l'égalité homme-femme. C'est digne de le faire, c'est compliqué, mais on le fait pour nos enfants. On espère que ce sera mieux un jour. Bon. Ok, et donc la semaine du 16 janvier, tu seras avec nous devant la préfecture. Oui. D'accord. Oui. Tu demanderas à te rencontrer par le préfet ou comment tu l'envisages cette année ? Tout à fait. D'accord. J'y compte bien. Okay. Faire écouter, on demande une équité parentale et l'égalité homme-femme par les services de l'État, par les institutions, telles que définies par l'article 1 de la Constitution, qui dit que nous sommes tous égaux devant la loi, et donc hommes et femmes doivent être traités de la même manière par les institutions sociales, administratives, la CAF, la sécurité sociale. D'ailleurs, un jour, on fera une émission sur ce problème de demi-part fiscale qui fait que quand on a résidence alternée, on n'arrive pas à avoir la moitié des allocations. C'est encore c'est autre chose. Ça. Bon. Sébastien, merci beaucoup. Et de rien. Merci d'avoir pris un peu de temps pour nous. Et puis écoute, je crois que tu es en famille ce soir, profitez-en. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt. Merci. Merci à vous. Merci. Bonsoir. À bientôt, Stéphane. Bientôt. Au revoir. Ok, donc c'était Sébastien qui est avec nous depuis le 16 mai. Alors, même un petit peu avant, qui a fait un très bon truc. Alors, je vais appeler William de Mulhouse. Je voudrais vraiment pouvoir discuter avec William parce que c'est quelqu'un d'intéressant qui a beaucoup de choses à dire. Donc le numéro se fait. Voilà, on va appeler William. Alors on parlait à une époque des violences effectuées, parfois reçues par les hommes. Ça va être plus ou moins... Alors attends, ça sonne. Bip, 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 bip. William, s'il te plaît, ne me fais pas faux bon. Alors, oui, attends, bouge pas. Je te mets en ligne, je te mets là. William, es-tu avec nous ? Est-ce que tu nous entends, William ? Allô ? Ouais, allô ? Allô, William de Mulhouse. Ok. Je t'appelle William, ça va, c'est bon ? Ouais, y a pas de problème. Tu peux m'appeler par mon prénom, ouais. Je t'appelle William, super. Écoute, merci d'être avec nous, là, dans cette période de fête. On va passer à peu près 10 minutes ensemble. Est-ce que tu as entendu ce qu'ont dit les autres avant toi ? Non, parce que j'étais en voiture, donc du coup, je viens juste de me garer. C'est gentil. Du coup, je viens juste de décrocher, en fait. Bon, alors on a beaucoup parlé de l'inéquité homme-femme par rapport aux institutions, aux prises de plainte, aux problèmes des services de l'État. Le fait qu'on est un peu discriminé, nous, en tant que père, par rapport à la parole de la mère sur nos enfants. Je voulais savoir, toi, ce qui a fait que tu es venu avec nous depuis donc maintenant un certain temps, depuis mai 2018. Quelles sont tes motivations dans ce combat très noble, très légitime de l'égalité homme-femme dans la famille ? D'accord. Allô ? Alors, attends 2 secondes. Oui. Attends 2 secondes, s'il te plaît. J'ai juste un petit souci, parce que je suis sur mon... Attends, bouge pas. Hein. Nous sommes en direct sur 102.3 FM. Je suis en Allemagne, en fait. En juste 2 secondes. D'accord. Alors... Attends. Ok, tu m'entends ? Je t'entends. Ok, parce que en fait je suis en Allemagne, du coup je suis passé sur Deutsche Telekom, ça a coupé un peu. Donc tu me disais voilà pourquoi nous on est mal représentés. Toi, qu'est-ce qui t'a amené à venir dans ce combat avec nous ? Voilà. Donc ce soir tu voulais qu'on parle un peu plus des non-représentations d'enfants ? Je voulais qu'on parle des... comment dirais-je ? Tu peux nous dire, toi, pourquoi tu es avec nous et qu'est-ce qui fait que tu es sensibilisé dans ce problème ? Est-ce que tu t'es senti discriminé en tant que père ? Moi, tout simplement, je me suis senti discriminé parce que... je vais te donner un exemple. Mon ex-femme m'a accusé de l'avoir menacé oralement
hein, bien sûr, sans jamais présenter de preuves. Et ça a été à moi de prouver que c'était faux. Donc la juge a ordonné une expertise de psy parce que mon ex-femme a dit que je l'avais menacé. Alors que t'es bien conscient que j'ai menacé personne. Et bon, l'expertise est revenue bien. Hein, et donc j'ai dit à la juge, mais vous trouvez normal en fait de croire les gens sur parole? Et elle m'a dit oui, mais qu'est-ce qui me dit qu'elle ment? Mais je lui ai répondu simplement qu'il n'y a pas de preuve. Puisqu'en loi française, là, c'est la preuve qui fait tout. Donc tu vois, ça c'est une discrimination parce que tu es censé, en fait, toi, prouver que tu n'as rien fait. Oui, de la manière qu'il faut prouver que nous sommes des bons pères, il faut que l'on prouve que l'on aime nos enfants, il faut que l'on prouve que l'on peut s'en occuper, c'est tout le temps comme ça. Ouais. Ben, je vais te dire, cette même juge, donc à Mulhouse, elle a eu une réunion avec les gens de SOS Papa 68, donc l'association des pères sur Mulhouse, là. Et elle leur a dit, quand le dossier est bon, je suis susceptible, quand le père montre un bon dossier, je suis susceptible de donner la garde alternée. Donc en fait, faut que ce soit au père de montrer un bon dossier. Donc en gros, ce qu'elle dit, elle le dit clairement, quoi. C'est que la mère, elle n'a pas besoin de montrer. La mère, elle, c'est d'office, et c'est à toi, le père, de démontrer que tu es un bon père, que tu es en capacité de t'occuper de ton fils, etc. Parce que sinon, ben, t'es pas un mec bien, quoi, en gros. En gros, si on veut arracher l'enfant à la mère en donnant un peu plus de droits au père, il faut que toi, tu sois en mesure de tout prouver. Et que la mère soit d'accord, parce que si la mère elle te dit oui, mais s'il y a des conflits, je préfère pas la garde alternée, alors qu'il y a des femmes qui justement font exprès de faire des conflits, de créer des histoires, comme mon ex-femme qui a dit que je l'avais menacée alors que c'est faux, tout simplement parce que là, les juges disent il y a trop de conflits, je mets pas la garde alternée. Alors ça, les tribunaux, tout ça, les tribunaux, on fera ça en mai, comme chaque année. Là, pour l'instant, on va surtout essayer de s'occuper, de demander de faire leur travail correctement au service de l'État, à tout ce qui est associatif, comme a dit Toumani tout à l'heure, qui se font des délégations de services d'État, parce que l'État se désengage, donc on fait appel à l'association, des lois de 1901 qui vont s'occuper de nos soucis. Et on va aussi être confronté aux forces de l'ordre. Toi, est-ce que tu as constaté également, face aux services éducatifs et aux services de police et de gendarmerie, une discrimination à ton égard? Alors, non, on en avait parlé tous les deux. Moi, à une époque, j'ai déposé 14 plaintes pour non-présentation d'enfants. Alors, les non-présentations d'enfants, pas compliqué, hein. La mère, elle sortait par exemple l'enfant de l'école à 15h, moi je rêvais à 16h30 pour le récupérer, le prof me disait, elle l'a déjà pris, ce genre de choses. C'est-à-dire que par jugement, tu étais censé avoir ton enfant à tel jour, telle heure, et tu ne l'avais pas parce que la mère décidait de ne pas respecter le jugement. Voilà. Après, j'allais sonner chez elle, alors elle fermait les volets, je voyais la lumière à travers les volets, donc elle était chez elle, et j'appelais la police, qui normalement, réglementairement et légalement doivent venir constater, oui. Et ils refusaient de le faire. Et ils doivent aussi faire appliquer le jugement, c'est leur travail. Voilà. Donc après, j'allais poser plainte pour non-présentation d'enfants, et mes 14 plaintes, elles ont été classées. Parce que c'est pas grave, parce que... et pendant ce temps-là, le plus grave pendant ce temps-là, c'est que la mère faisait croire à l'enfant que je venais pas le chercher. Ouais. Donc je vais donner un exemple. Pour pallier à ce problème-là, je suis allé à l'école un jour où c'était pas mon jour. Donc mon fils est sorti de l'école à 16h30, donc ça devait être un jeudi, tu vois. Et donc il me saute dans les bras et il me dit « Pourquoi tu viens pas me chercher ?» Donc là, il n'y avait pas mon ex-femme, mais il y avait sa mère, la grand-mère là, et qui dit « Ah, mon fils, c'est parce qu'il vient pas te chercher. » Et moi je lui dis « Mais non, mon fils, c'est parce que ta mère, elle te cache. Je viens, moi, te chercher. Sache que papa, il vient te chercher. » Et le lendemain, j'étais convoqué au commissariat parce que mon ex-belle-mère, hein, elle a dit que je l'avais menacé et agressé à la sortie de l'école devant 100 personnes, tu vois. Ouais, je vois. Malheureusement, ce que tu me dis a dans mes oreilles un écho habituel. Ok, donc tu seras avec nous mi-janvier ? Ouais.
pour sensibiliser un peu le préfet. Alors, sans tout dévoiler, je dis que tu es quelqu'un qui tient la route quand même, qui travaille dans un environnement sensibilisé. Tu as droit d'ailleurs à un suivi. Ces services sensibilisés disent que tu es totalement cohérent, que tu tiens la route, que tu n'as pas de dysfonctionnement. Et donc, quand on compare ce qui se passe avec ces analyses-là avec celles de l'environnement social et familial, eh ben, il y a une divergence. Très clairement, tu es beaucoup plus sali dans l'environnement familial quand tu demandes d'avoir accès à ton enfant que lorsque le même type d'expert, dans le cadre de ton travail, te juge parfaitement sain, tenant la route et pouvant avoir de grandes responsabilités. J'ai bien résumé ? Oui, ouais, tout à fait. Ben après, bon. tu peux même en dévoiler un petit peu plus. Hein, non, mais c'est bon, ça va être bon. Okay. Ce qu'il faut savoir, tout simplement, c'est que je suis... Hein, on refera une émission avec toi parce que je crois qu'il y a un sujet qui est extrêmement tabou, dont toi, tu oses parler parfois, c'est celui des hommes qui ont subi des violences. On essaiera de faire quelque chose en février avec toi, d'accord ? D'accord. Bon. Après, je voulais juste finir sur un truc, c'est que tu vois, justement, je disais, les non-représentations d'enfants, effectivement, c'est dur pour le parent qui vient chercher son enfant, qui a prévu un week-end, qui a prévu des choses, et qui se retrouve le bec dans l'eau parce que la partie adverse, parce que moi je dis la partie adverse, hein, parce que on en est là, égoïste, mais le plus grave, c'est que les enfants, eux, à 7 ans, 8 ans, 9 ans, ne comprennent pas et pensent que leurs parents ne veulent pas s'occuper d'eux. Et ça, pour un enfant, c'est garder les preuves. Lorsque le courrier n'est pas donné, il faut en garder un double. Parce que l'enfant, un jour, sera grand, viendra, il faut garder les preuves comme quoi c'est l'autre qui a empêché de voir et on peut espérer qu'un retournement se fera. Mais il faut garder les éléments en disant que nous avons fait notre part, nous avons essayé. Eh ben écoute, justement, je finis là-dessus si tu veux bien. Ouais. Mon ex-femme, justement, dans cette fameuse guerre qu'elle a enclenchée, parce que moi j'ai rien fait, hein, a fait consulter mon enfant au centre médico-psychologique à Mulhouse. Alors, sur conseil des gendarmes, c'est marqué en première page, elle vient sur conseil des gendarmes, parce qu'elle a essayé d'en faire une arme contre moi. Et à cette période où j'ai présenté 14 plaintes pour non-présentation d'enfant, l'enfant, justement, se plaignait auprès du psychologue de ne pas avoir de nouvelles de son père. Et très récemment, parce que maintenant mon fils a 14 ans, on en a discuté, je lui ai montré les plaintes officielles, parce que j'ai gardé les traces, je lui ai montré son dossier médical où c'est marqué qu'il se plaignait, et la première chose qu'il m'a dit, c'est « fais-moi des photocopies, on va s'expliquer avec ma mère ». Ouais, mais il est un peu jeune, 14 ans, il faut le protéger encore. C'est peut-être un peu plus tard. C'est pour ça que je lui ai pas donné, et ça je l'ai fait devant un psychologue quand je lui ai montré, parce que je voulais que ça soit bien cadré. Non, malheureusement, il ne faut pas impliquer les enfants quand ils sont encore en construction. C'est désastreux, on leur fait beaucoup de mal, c'est malheureux, mais bon. William, on se reparle bientôt ? Pas de problème. Merci d'avoir pris un peu de temps pour toi, et un excellent réveillon de fin d'année, d'accord ? Bah écoute, j'espère que mon témoignage il sensibilisera, et s'il y a des gens qui travaillent dans ce genre de service, qui entendent ça, peut-être que ça leur donne aussi un autre point de vue, quoi. Ah mais on va aller les voir, et ça c'est sur internet, et toutes les 2 semaines on est là, on enregistre et puis on tape sur l'enclume. Il y a des lois et il faut que les gens fassent leur travail, s'il vous plaît, messieurs dames. À bientôt William, merci. À bientôt, je te remercie, à bientôt à toi. Hein. Et une chanson de bonne humeur, on va dire, d'humeur qui mériterait d'être. Voilà. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp,
stand by the flash of a neon light that split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs and voices never shared, and no one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning, and the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls, and whispered in the sound of silence. Voilà, une petite chanson d'ambiance sur RLP 102.3 FM sur Radio Libre en Périgord. Une chanson d'ambiance parce que ça me met dans des états, ces histoires pareilles, c'est toujours la même chose. Dans toutes les permanences, ce sont les mêmes histoires. Dans tous les témoignages, ce sont les mêmes histoires. C'est insupportable. Nous sommes en 2019, au 21e siècle, et c'est encore le même cinéma tout le temps. Alors, le 16 janvier, la semaine du 16 janvier, nous allons devant les préfectures pour demander aux préfets d'envoyer une note de service aux forces de l'ordre pour leur dire de prendre les plaintes de tout le monde parce que c'est la loi. Et aussi de leur dire que certaines associations ne font pas leur travail de manière équitable dans le respect de l'article 1 de la Constitution et dans le respect de la CIDE et des droits de l'homme. C'est important, nous comptons sur vous. Pour finir, au niveau actualité, le bureau d'SOS Papa a été renouvelé la semaine dernière. Comme d'habitude, c'est un petit fiasco. Les gens convoqués à l'AG ont été prévenus. On a prévenu certaines personnes qu'il fallait aller à l'AG. Les pouvoirs qu'on avait apportés n'ont pas été acceptés parce que les listes avaient été entérinées 2 ou 3 semaines avant l'AG. Donc, les personnes qui actuellement gèrent l'association parlent encore d'un projet immobilier. Ça n'avancera pas, ça restera comme ça. On ne pourra pas travailler avec eux et il va falloir attendre encore plus tard pour pouvoir faire quoi que ce soit avec l'association nationale. C'est ainsi. La prochaine émission sera vendredi 10 janvier sur RLP, le vendredi 10 janvier de 20h à 21h. La prochaine permanence à Périgueux sera lundi 13 janvier, maison d'association, de 6h à 18h. Je vous souhaite à tous un bon réveillon. Si vous ne voyez pas vos enfants, que vous n'y avez pas accès, tentez de leur faire parvenir quelque chose. Gardez-en un double, une copie, une preuve pour leur montrer que vous l'avez fait. Si vous les avez cette semaine, que vous n'avez pas eu durant les fêtes de Noël, pensez à eux, préparez-leur un super réveillon du Nouvel An, aimez-les, passez un super moment ensemble, ce sera vachement bien. Dans tous les cas, ne restez pas tout seul mardi, allez avec des amis, trouvez un bar, une discothèque, mais restez pas tout seul. Allez, à bientôt, c'était Jaf ta mère, à dans 2 semaines, au revoir, ciao. Jaf ta mère.